Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de Santé sans censure en ce premier jour du mois de mars 2024. Alors, que nous attend durant ce mois, ce troisième mois de l'année? On a hâte de voir comment les astres vont s'aligner. Et de mon côté, je vous parle ce soir d'un sujet que j'ai tenté de repousser, que je n'ai pas voulu aborder avant, parce que malgré que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, dont beaucoup de personnes ont parlé très souvent à tort et à travers au cours des 4 dernières années, je voulais attendre qu'on ait réellement de la recherche, qu'on ait des certitudes avant de vous parler du graphène. Alors, je vais éviter de surutiliser ce mot durant la rencontre de ce soir. Vous savez évidemment que je suis extrêmement censurée et donc on ne fait pas exprès de titiller les intelligences artificielles qui arpentent les médias sociaux. Donc, je vais appeler ça le G tout simplement pour le restant de cette présentation. Alors, pour ceux qui seraient nouveaux, mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée, également formée en anthropologie médicale, chercheure indépendante, évidemment productrice, animatrice de cette émission Santé sans censure que je vous présente à chaque semaine, les vendredis soirs à 19h heure du Québec, pour aborder différents sujets en lien avec la santé globale de manière critique, scientifique et bien sûr sans censure. Alors, on va aborder l'épineuse question du G ce soir. J'ai besoin de votre aide pour partager mes lives parce que, comme vous le savez, ma distribution, elle est extrêmement limitée. Les gens ne reçoivent plus lorsque je démarre les lives, les directs, mais quand c'est vous qui partagez, comme vous ne faites pas l'objet de la même censure, dès que j'ai une trentaine de personnes qui partagent, les chiffres augmentent dans les parutions également. Vous êtes plusieurs à me commenter que les commentaires sont cachés, sont masqués en dessous des lives. C'est pas moi qui fais ça, c'est encore une fois Big Tech. Alors, malgré ça, je vous dirais que j'arrive à aller chercher 4-5 000 vues. C'est évidemment très peu comparativement à ce que j'avais il y a 1 an, il y a 2 ans, mais je me dis que les gens qui doivent recevoir l'information la reçoivent et puis on fait ce qu'on peut avec ce qui est possible, mais c'est certain que lorsque vous partagez, ça me donne un grand coup de main. Alors, un autre petit point, c'est que je ne mets pas mes liens de recherche dans les en-têtes pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer. Si vous voulez avoir le contenu de mes émissions, il faut devenir membre de mon membership au coût de 50 annuellement. Vous me faites tout simplement un virement bancaire avec votre adresse courriel et votre vrai nom complet dans le mémo du virement, s'il vous plaît, pour que je puisse créer votre accès au membership. Donc, tous les mois, vous allez recevoir une infolette. Il y a des liens pour des directs dedans, des documents de contenu. Vous avez un webinaire gratuit à tous les mois. On vient d'avoir cette semaine celui sur les probiotiques que j'ai acheminé hier soir. Alors, tout le monde a son enregistrement et vous avez, par exemple, des rabais sur l'achat des suppléments. Il y a plusieurs avantages à être membre du membership. Mais vous devez savoir que toutes mes émissions, même si je n'inclus pas les liens dans les entêtes, sont pleinement référencées. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va parler par rapport au graphène? Évidemment, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le graphène. Je vais vous dire où en est la science, où en est le narratif officiel, qu'est-ce qu'on retrouve dans les narratifs plus alternatifs et je vais vous laisser vous faire votre propre idée. Je vais vous proposer quelques pistes de détox pour le graphène, mais encore là, je vais vous expliquer qu'il y a quand même beaucoup de limites par rapport à cela, malgré ce que des gens qui vendent des produits vous disent, particulièrement des gens qui ont créé des petits kits sur des gammes de produits MLM dont vous savez que je raffole. Mais il faut départager le commercial du scientifique et c'est ce qu'on va tenter de faire ce soir ensemble. Donc, d'abord, le graphène en tant que tel, même s'il a mauvaise presse,
Je dois vous dire que c'est un matériau qui est quand même très intéressant, qui a différentes applications médicales dont on pourra bénéficier grâce au graphène. Il a fait l'objet d'un prix Nobel, justement en raison de ses applications prometteuses au niveau de la nanomédecine, mais aussi des énergies pluviales. Alors, il est souvent qualifié de matériau miracle. Le graphène est l'un des matériaux en réalité les plus solides au monde, mais aussi un des plus légers. Il est transparent, mais il est aussi robuste que l'acier. C'est en partie ce qui fait son intérêt. Le graphène est en fait un assemblage de molécules de carbone, le même carbone dont nos cellules sont composées, euh, le même carbone qu'on retrouve dans les mines de crayon, mais c'est en fait son assemblage qui est problématique. C'est assemblé comme des honeycombs, vous savez, la structure des céréales, les honeycombs, euh, dans dans une espèce de feuille qui a 0,1 mm d'épais. C'est plus fin qu'un cheveu, mais c'est un peu plus long. Alors, un chercheur très intéressant qui est spécialisé dans le carbone, qui a fait en réalité sa thèse de doctorat sur le carbone, il s'intéresse particulièrement au charbon végétal activé, docteur Andreas Noack. J'ai écouté plusieurs de ses podcasts, en fait, de ses présentations. C'était pas vraiment des podcasts, là, des démonstrations qu'il fait par rapport justement au graphène. Et il donnait l'analogie de lame de rasoir en termes de proportion, tellement c'est fin, mais c'est plus long et c'est extrêmement coupant en réalité. Donc, les espèces d'honeycombes permettent des assemblages aussi intéressants, mais cette forme moléculaire en espèce de 2D est problématique parce que même si notre corps est composé d'atomes de carbone, ils ne sont pas assemblés de cette façon-là. Alors, pour notre système immunitaire, ça demeure un corps étranger. Alors, imaginez, par exemple, quand vous vous rentez une mine de crayon, hein, qui n'a pas déjà vécu ça. En fait, les gens de notre époque, les jeunes d'aujourd'hui ont peut-être même plus de crayon à mine, je ne le sais pas. Le mien est rendu à 23 ans, mais ils ont les pouces hypertrophiés, mais je ne sais pas s'ils écrivent encore avec des crayons à mine. Mais on s'est tous déjà planté une mine de crayons quelque part et on sait que le corps réagit et que si on ne l'enlève pas, ça va rester vraiment dans notre corps parce que le graphène particulièrement est indestructible d'un point de vue biologique. Alors, imaginez si on fait, par exemple, euh, des implants. Là, on pense les gens qui se font remplacer, par exemple, les hanches, qui se font remplacer des rotules. Tu sais, il y a des gens qui étaient en grande perte de mobilité et que ces opérations ont eu des changements extraordinaires pour eux. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parfois, il y a des chirurgies de remplacement, il y a des implants de matériaux qui peuvent être nécessaires, qui peuvent être intéressants. On pense par exemple à des implants dentaires et tout ça. Donc, c'est important qu'on ait des matériaux qu'on peut utiliser avec un minimum d'effets secondaires. Alors, imaginez un matériel qui est aussi performant, aussi léger, qui ne se dégrade pas dans le corps. Eh bien, ça a un potentiel intéressant du point de vue de la médecine. Donc, je continue un petit peu sur l'historique du graphène. Alors, ça fait longtemps que c'est découvert, en réalité, le graphène, depuis 1947, mais vu la difficulté à le fabriquer, on ne pensait pas pouvoir réellement en faire une utilisation commerciale. On se disait au prix que ça va coûter pour l'extraire, pour le fabriquer, on ne peut pas en faire une utilisation commerciale. Mais en 2004, il y a deux scientifiques du nom de André Gem, G-E-I-M, et Constantin Novoselov, qui ont découvert en réalité comment l'isoler et ils ont gagné le prix Nobel de physique en 2010 pour leurs travaux sur le graphène. Donc, le graphène est un super conducteur de chaleur et d'énergie électrique. Donc, j'ai lu des études cliniques
où on parlait évidemment d'implants. Vous savez que Elon Musk et Neuralink ont débuté les études cliniques chez les humains. On en avait fait sur les singes, mais maintenant ça a débuté chez les humains, où on a inséré la première micropuce dans le cerveau d'un humain. Et dans un premier temps, c'est pour des applications médicales, pour par exemple essayer de redonner l'influx nerveux chez les personnes paralysées, par exemple. Alors, encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que si on arrive à faire des trucs comme ça en médecine, mon Dieu, tant mieux, et qu'il y ait des gens qui puissent en bénéficier. Mais le problème, c'est que, un peu comme le feu, on peut s'en servir pour cuire nos aliments, mais on peut aussi créer des feux de forêt et des feux de maison. Et là, c'est pas mal moins intéressant. Alors, ces fameux implants, on sait que des gens moins bien intentionnés, par exemple, comme ceux qu'on retrouve dans le forum machin, et qui nous disent qu'on aura tous très bientôt notre implant, eh bien, ce n'est pas dans une optique de redonner la mobilité aux paralysés, mais bien de contenir toute notre information, autant par rapport à notre identité, comme nos passeports, tous nos indices biométriques, notre carnet vaccinal, notre carnet médical, notre compte bancaire seront éventuellement, si l'histoire se déroule selon leur agenda, retenus sur une micropuce qui sera implantée à notre cerveau, peut-être dans un premier temps un peu plus éloigné du cerveau, comme on le fait déjà avec certains implants qui servent de clé, qui servent de carte bancaire dans certains pays, par exemple certains pays européens. Donc, ces technologies, elles sont là, il n'y a rien qu'on y peut faire, elles suivent leur cours. Ce qu'on doit essayer de faire, c'est de les encadrer par des règles d'éthique, essayer de contrôler le développement, mais elles sont là pour rester et pour continuer de se développer. Donc, dans cette optique, le graphène est intéressant parce que c'est un bon conducteur pour la chaleur, mais aussi pour l'énergie électrique. On sait que le système nerveux, le système cardiovasculaire sont des systèmes tout simplement électriques également. Donc, on dit encore une fois que c'est un des matériaux les plus prometteurs pour les technologies de l'avenir. Il est au centre de recherche sur la fabrication d'appareils électroniques ultra puissants, mais légers et flexibles. On a juste à penser l'évolution de nos téléphones cellulaires, par exemple, de satellites, d'avions, de voitures, d'alternatives plus écologiques aux batteries, par exemple, et d'un véhicule d'administration pour la thérapie génique ou moléculaire. Parce que, en réalité, le graphène, quand il est injecté avec d'autres molécules, vu son grand pouvoir de dispersion, eh bien, il va aller amener ces molécules-là un peu partout à l'intérieur du corps, un petit peu comme un cheval de Troie, dont on pourrait camoufler de l'ARN messager ou d'autres choses avec. Et donc, son potentiel dans les injections géniques, qu'on a appelées à tort des vaccins, est étudié. J'ai trouvé des recherches et des brevets qui remontent à 2016, la plupart fabriqués en Chine, comme par hasard. Mais donc, c'est breveté dans des technologies, dont un vaccin contre le coronavirus depuis 2016. Vous allez voir que ce détail est important dans la suite de l'émission. Donc, on nous parle que c'est un matériau important, intéressant, qui peut servir à l'administration de thérapies géniques ou moléculaires. C'est existant et disponible pour des vaccins depuis 2016. Il y a des brevets qui existent depuis 2016, entre autres dans des vaccins contre le coronavirus. Alors, lorsque le graphène est oxydé, il est appelé oxyde de graphène et a une structure différente ainsi que des propriétés différentes. Ce détail aussi est important parce que vous allez voir que le professeur que je vous ai cité, le professeur Andreas Nowak, en citant les travaux
d'un autre professeur nous dit qu'en réalité, ce n'est pas de l'oxyde de graphène, mais de l'hydroxyde de graphène, ce qui change encore une fois la donne. Alors, quel est le lien avec l'injection de la maladie en C? Bon, vous savez qu'il y a eu toutes sortes de théories qu'on qualifie de théories du complot. Quant à moi, tout ce qui a été qualifié depuis le début de la pandémie de théories du complot se sont en fait démontrés être vrais. Donc, au lieu d'appeler des théories du complot, ils devraient tout simplement dire des événements pour lesquels on n'a pas encore pu démontrer les faits. Mais des gens dont je faisais partie sonnent l'alarme depuis le début pour dire que le graphène est présent et qu'il sert de cheval de Troie pour distribuer certains ingrédients présents dans ces injections. Il y a des gens qui ont amené cette théorie, qui est pour moi une réalité, il y a des gens qui l'ont amené à ce qui pourrait s'apparenter à une théorie du complot. Mais je dois vous dire qu'à la lumière de différentes choses que j'ai vues dernièrement, que je vais vous expliquer, ça ressemble de moins en moins à des théories du complot et de plus en plus à des théories qui n'ont juste pas encore été complètement démontrées. Alors, des gens avançaient que, à cause de justement du fait que le graphène est extrêmement conducteur, et je vais vous démontrer à quel point un peu plus loin, eh bien, on pourrait, grâce à la technologie 5G, qui s'est développée simultanément, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais au moment où on avait des couvre-feux au Québec, alors que tout était mort à partir de 20 heures le soir, on se relevait le lendemain matin pour retourner travailler et les antennes 5G avaient poussé pendant la nuit comme des champignons. Alors que nous, on ne pouvait pas aller nulle part, mais les antennes de 5G, elles, continuaient de pousser comme des champignons. Alors ça, il y a plusieurs personnes qui avaient remarqué et qui avaient trouvé ça très particulier. Donc, la théorie du complot, entre guillemets, veut que via la technologie 5G, on puisse soit activer, soit transmettre des messages, soit transmettre de l'influx nerveux. Vous vous rappelez qu'on a dit que le graphène est un conducteur électrique extrêmement puissant et que le système nerveux est aussi un système électrique. La preuve, c'est qu'on peut faire des électroencéphalogrammes. Au niveau cardiovasculaire, on peut faire des électrocardiogrammes. Donc, on fonctionne à l'électricité. Dans notre corps, ce qui génère l'électricité, c'est aussi des minéraux. C'est l'entrée et la sortie du calcium, magnésium à travers nos membranes cellulaires, du sodium et du potassium, des minéraux qui ont une charge. Et lorsque il y a ce transfert d'un côté à l'autre de la membrane de ces minéraux, ça crée un influx électrique qui transmet un influx nerveux, un influx cardiovasculaire. Donc, même si ça semble très science-fiction, ça fait sens qu'on pourrait, grâce à une technologie comme la 5G, qui est une technologie qui a été développée par des militaires pour être utilisée comme arme de dispersion. Donc, on sait que la 5G transmet un courant qui peut chauffer. Alors, si on retrouve assez de particules à l'intérieur de nous qui réagissent à ces messages, eh bien, est-ce tellement excentrique de penser qu'on pourrait, via la modulation de la 5G, créer des sensations à l'intérieur du corps, voire des sentiments, voire des émotions. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si on regarde la recherche, si on regarde les mécanismes d'action, on peut voir qu'il y a une certaine que ça pourrait être plausible en réalité. Donc, c'est toujours présenté comme si c'était
tiré par les cheveux, comme si c'était des trucs complètement excentriques. Mais quand on regarde les mécanismes d'action, on peut voir que ça pourrait être plausible. Donc, ce qui a été qualifié de théorie du complot, on va revenir plus loin parce que je vais vous parler d'une entrevue que j'ai écoutée qui était super intéressante. Alors, selon le narratif officiel que j'ai lu à plusieurs endroits, que ce soit dans Forbes, France 24, peu importe, on nous dit toujours qu'aucun des vaccins approuvés pour l'utilisation par l'Organisation mondiale de la santé, organisme tellement crédible et qui a tellement notre mieux-être à cœur, ne contient de graphène ou de son dérivé, l'oxyde de graphène. Encore là, il ne mentionne pas l'hydroxyde de graphène. Ils disent qu'il n'y a pas de graphène, qu'il n'y a pas d'oxyde de graphène, mais ils ne nous disent pas qu'il n'y a pas d'hydroxyde de graphène. Donc ça, c'est encore une possibilité. J'ai consulté un document très officiel avec les ingrédients des différentes injections en circulation. Et il y a un document qu'on dit être redacted. Je ne sais pas c'est quoi le terme, j'ai oublié de le chercher en français pour redacted, mais c'est lorsque, par exemple, on est sommé de produire des documents officiels et qu'on veut cacher, camoufler les noms de certains individus ou, par exemple, un numéro de passeport ou des choses comme ça. Alors, c'est masqué. Donc, peut-être que la traduction de redacted, c'est masqué, je ne suis pas certaine. Bref, selon la loi de l'accès à l'information, vous savez qu'il y a un juge qui a sommé Pfizer d'ouvrir ses dossiers, d'ouvrir son information et de fournir la liste des ingrédients qu'il ne voulait fournir que dans 75 ans. Donc, encore là, pourquoi, dans ce cas spécifique d'une injection produite à la hâte qui n'avait pas réellement fait l'objet d'un processus d'approbation normal, exiger n'avoir qu'à présenter les ingrédients dans 75 ans si tout est fait selon les normes. Mais bref, il y a un juge aux États-Unis qui a décidé que non, que ça ne tenait pas et qu'il fallait les soumettre. Et là, il y a des documents qui circulent un peu partout qui sont justement redacted, où il y a des morceaux camouflés. J'ai réussi à trouver un de ces documents où le terme graphene oxide, donc oxyde de graphène, apparaît. Et là, il y a des gens qui se sont servis de ça pour dire que vous voyez dans les documents même de Pfizer, c'est mentionné. Mais il faut réellement lire l'étude au complet. Alors, c'est ça le danger. Vous savez, la désinformation et la misinformation, elle n'est pas juste du côté des médias conventionnels. Il faut dire que du côté de la résistance aussi, des fois, on est tellement tout le temps censuré, tellement tout le temps écrasé, que quand on arrive à mettre nos mains sur une information qui nous semble supporter nos affirmations ou ce qu'on croit ou nos intuitions, eh bien, des fois, il n'y a pas toujours un bon processus scientifique ou un bon processus de recherche qui est mis à l'œuvre. Et malheureusement, c'est dommage parce que c'est ça qui, parfois, vient discréditer des chercheuses ou des chercheurs sérieux parce que d'autres sont partis en peur sans aller bien valider. Quand on lit comme il faut ce document de Pfizer, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, l'oxyde de graphène est utilisé, mais est utilisé pour faire les tests. C'est pas écrit qu'il est un ingrédient. C'est pas de cette façon-là, et même dans le document, c'est même pas dans la section des ingrédients. Donc, quand on se donne la peine d'aller lire un peu plus loin, on ne saute pas au fait qu'il y a un document avec un logo de Pfizer qui dit oxyde de graphène. Oui, ça dit oxyde de graphène, mais ça l'explique le procédé par lequel ça a été testé. Donc, jusqu'à maintenant, du côté officiel, on n'a pas encore la confirmation ou la preuve que le graphène entre dans la composition des injections géniques expérimentales. Je vais vous dire le contrepoids de cette information-là, mais je vous dis que du côté officiel, vous ne pouvez pas partir et aller dire
comme certains l'ont fait, que oui, c'est confirmé, il y a du graphène. Non. Le terme graphène est inscrit sur ces documents, mais je vous ai expliqué dans quel contexte. Alors, jusqu'à maintenant, selon le narratif officiel, qui vaut ce qui vaut, je ne vous dis pas qu'ils ont raison, mais je vous dis que selon le narratif officiel, je n'ai pas pu, même avec beaucoup de recherches, et faites-moi confiance, je sais où et comment chercher, même avec beaucoup de recherches, je n'ai pas pu mettre la main sur aucun document qui confirme qu'il y a bel et bien du graphène sous forme d'oxyde, sous forme d'hydroxyde, dans les injections. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je vous dis juste que on n'a pas les documents qui prouvent qu'il y en a. Il y a d'autres choses, mais on n'a pas les documents et il n'y a personne qui a admis publiquement jusqu'à maintenant, du côté des officiels, qu'il y en avait bel et bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore par rapport au graphène? Même sur Wikipédia, vous savez que Wikipédia n'est pas du bon bord, mais on nous dit que l'oxyde de graphène est extrêmement toxique et considéré comme un poison depuis sa découverte en 1859. Alors, c'est quand même intéressant que d'un côté, les officiels nous disent oui, c'est vrai que c'est dangereux, puis d'un autre côté, il y a des études qui nous disent que c'est pas dangereux, puis je vais vous en citer. Vraiment, je m'amuse toute seule. Il y a des journées où je ris toute seule juste à lire des études cliniques. On trouve notre bonheur et notre plaisir où on peut, mais c'est tellement gros parfois qu'on n'a pas d'autre option que d'enlever. Donc, même d'après Wikipédia, on nous dit que le graphène provoque le stress oxydatif, ça veut dire des radicaux libres, c'est sûr, hein, c'est un matériau, des dommages à notre ADN. Donc, pensez-y bien, là. Si réellement il y en a dans les vaccins, mettons qu'il y en aurait, on n'a pas encore la preuve de ça, mais mettons qu'il y en a, avec un truc à ARN messager. Donc, on endommage l'ADN, on modifie l'ARN et on a un cheval de Troie pour éliminer ça partout dans l'organisme, en plus des nanoparticules bilipidiques qui s'assurent que ça va passer la barrière hémato-encéphalée, donc que ça peut accéder à notre cerveau. Une inflammation, ben oui, parce que quand on a un corps étranger dans notre corps, que ce soit de la protéine spike ou que ce soit l'oxyde de graphène ou que ce soit un virus ou une particule de gluten qui n'a pas fini d'être digérée, quand notre organisme perçoit un corps étranger dans notre corps, eh bien, il y a une réaction immunitaire qui est déclenchée. Et une des premières étapes de la réaction immunitaire, c'est la production d'inflammation. Donc, on a beaucoup entendu parler durant la maladie en C de cette fameuse tempête de cytokines. Les cytokines sont des molécules qui produisent l'inflammation dans notre corps. Et on parle toujours de l'inflammation comme quelque chose de négatif, un peu comme le stress, mais en fait, l'inflammation est un procédé qui, dans certains cas, nous sauve la vie. Le problème, c'est lorsque l'inflammation devient chronique, au même titre que le stress. Et donc, éventuellement, si l'inflammation n'est pas tarie et qu'on continue à produire beaucoup de radicaux libres, nos cellules n'arriveront plus à se protéger et ça va endommager l'ADN à l'intérieur de nos cellules et ça peut créer ce qu'on appelle l'apoptose, qui est en réalité la mort de nos cellules. Alors, selon certains autres, on dit que l'oxyde de graphène a été retrouvé dans les injections, dans les tests, dans les masques chirurgicaux, et ça, c'est démontré. Je vais vous dire ce que Santé Canada en dit. Et en réalité, on s'en sert comme support antibactérien et antiviral. Donc, ça a vraiment plein de belles propriétés. Après ça, il faut voir, est-ce que les avantages sont plus intéressants que les inconvénients? Et c'est pas sûr jusqu'à maintenant. Et c'est tellement gros que même en Angleterre, ils ont autorisé d'utiliser le graphène dans les systèmes d'eau potable. Ils vont renforcer les membranes qui filtrent l'eau, mais imaginez, je vous ai dit que c'est un matériel qui ne se dégrade pas de manière biologique. Donc, on relâche le graphène dans l'environnement comme ça, en disant qu'il peut filtrer, par exemple, les métaux lourds dans l'eau et tout ça. Et c'est vrai qu'en laboratoire, il fait la job. Mais après ça, il faut voir qu'est-ce qui va arriver avec ça dans l'environnement.
c'est comme les moustiques transgéniques qui sont en train de relâcher par millions et par millions un peu partout. On voit des augmentations dans des pays comme ici de chikungunya, de Zika, de tous les virus qui sont transmis par les maringouins parce qu'ils relâchent ces trucs-là dans l'environnement sans faire des bons tests préalables. Alors, qu'en est-il du graphène dans les masques? C'est, encore une fois, ça avait été qualifié de théorie du complot. On sait aujourd'hui que c'est absolument vrai. Le Canada avait rappelé des masques durant la pandémie, des masques qui contenaient une couche de graphène en raison de préoccupations selon lesquelles les particules inhalées pourraient causer des lésions pulmonaires semblables à de l'amiante. Et là, je vous rappelle que le professeur Buck, dont je vous ai parlé tout à l'heure, comparait le graphène à des mini lames de rasoir. Donc, on peut comprendre, c'est ça que fait l'amiante en réalité. Ça crée des lésions, des micro-lésions dans les poumons, ça rend les poumons vulnérables à toutes sortes de choses et éventuellement, il peut y avoir des cancers ou des maladies sclérosantes. Le corps veut réparer les poumons et les cicatrices font que les poumons ne sont plus aussi souples et ça entraîne des maladies graves dont on peut mourir. Alors, on a comparé le graphène à l'amiante. Ensuite, Santé Canada a décidé de remettre les masques en circulation. Savez-vous pourquoi ou sur quelle base, je devrais dire? Les compagnies qui fabriquent les fameux masques, donc c'était dans ce cas-ci des compagnies chinoises, ont présenté des résultats pour dire il n'y a pas vraiment beaucoup d'inhalation et le petit peu qu'il y a, c'est en deçà des seuils qui pourraient être dangereux. Là, ça, c'est un thème récurrent avec Santé Canada parce que qu'on parle de glyphosate, hein, le fameux Roundup à l'échelle planétaire, il y a des poursuites qui sont enclenchées contre Monsanto, qui est devenu Bayer justement pour tenter de se soustraire à ça. Eh bien, on accepte des produits comme ça sur la base d'études cliniques qui sont fournies par les vendeurs. Parlez-moi de conflit d'intérêts. Tu sais, quand je parle des choses aux gens, à chaque fois, j'ai des gens qui ont les yeux en forme de points d'interrogation, puis les gens pensent que je fabule. Quand on explique aux gens que ce sont les producteurs, les fabricants qui fournissent les études cliniques. On pense à tort, surtout au Canada, on commence à connaître la corruption du côté de la FDA, de la CDC aux États-Unis. On sait qu'il y a d'excellents films comme Thrive, Thrive, qui a été traduit en français. Je ne me souviens pas du titre en français, mais ça se trouve sur YouTube. Moi, c'est autour de 2010 que j'avais vu ce film-là et ça a été le début de mes balbutiements dans le milieu complotiste, si on peut appeler ça comme ça. Je vous dis toujours que j'étais complotiste avant les complotistes parce que j'avais visité euh, la fondation Bill and Melinda Gates à Seattle alors que j'étais allée présenter mes travaux d'anthropologue à une conférence d'anthropologie, à un sommet d'anthropologie. J'avais décidé de faire un tour de ville et de visiter la fondation parce que moi, je me voyais très bien, étant donné que les plantes médicinales avaient sauvé ma vie. Moi, j'étais comme une newborn Christian, mais j'étais une newborn naturopathe. Et je me voyais très bien un jour travailler pour l'OMS, les Nations Unies, défendre les droits, les propriétés intellectuelles des Autochtones qui nous ont euh, enseigné les propriétés médicinales de différentes plantes. Et donc, moi, quand j'allais être grande, j'allais travailler pour l'OMS ou les Nations Unies. Et donc, j'étais allée visiter la fondation Bill and Melinda Gates et j'ai rapidement déchanté. J'ai commencé à comprendre les dynamiques de pouvoir de Big Pharma, la corruption en arrière de l'OMS et tout ça. Et Thrive a été un film qui m'a aidé à relier ce que je comprenais du milieu pharmaceutique, le lien avec, évidemment, Rockefeller, toute l'industrie pétrochimique qui avait donné naissance à l'industrie pharmaceutique, aux différents collèges de médecins à travers le monde et au contrôle qu'ils exercent et à la censure et la diffamation.
contre les médecines naturelles depuis ce temps-là. Mais donc, dans ce film, on voit les liens non seulement par rapport à Big Pharma, mais on comprend justement que la FDA et l'industrie, comme des joueurs comme Monsanto, ont des passeurs, si on peut appeler ça comme ça, qui vont de la FDA ou de la CDC, ils retournent chez eux, ils vont approuver un produit ou passer une loi, ils retournent chez eux. Donc, ce sont les mêmes acteurs continuellement. Et dans ce film, ce qui a été excellent pour moi, c'est que j'ai pu voir les dynamiques de pouvoir, non seulement que moi je connaissais au niveau de Big Pharma, mais comment cela s'insérait, par exemple, dans le contrôle des communications, dans le complexe militaro-industriel, dans euh, les banques, le système bancaire international, donc de vraiment placer les joueurs au bon endroit dans l'échiquier. Alors, ça a été pour moi, il y a eu un avant Thrive dans ma vie et un après Thrive. Et donc, ça fait longtemps que je sais ces histoires par rapport au FDA et la CDC, mais je pense qu'avec la pandémie, les gens ont commencé à comprendre ça, mais je ne sais pas, c'est comme si on pensait qu'au Canada, on était à l'abri de ça ou qu'il y avait moins de corruption chez nous. C'est exactement la même chose. Santé Canada approuve des produits toxiques comme le glyphosate, approuve des masques qui contiennent du graphène sur la base d'études qui sont fournies par les manufacturiers. C'est vraiment quand on parle du renard qui garde le poulailler, on peut pas l'inventer. C'est vraiment ça qui se passe. Donc, Santé Canada a remis les masques en circulation et on dit, bon, ben, en réalité, c'est juste un petit peu de graphène. C'est pas vraiment dangereux. Et là, c'est intéressant parce que j'ai trouvé une étude, bon, j'ai trouvé plusieurs en réalité lorsque j'ai regardé le côté de la sécurité, mais juste vous citer celle-là pendant qu'on en parle. Première étude de sécurité chez l'humain par inhalation. Et on nous dit que le port d'un masque durant 2 heures a produit une légère augmentation au niveau de la coagulation. Donc, on a fait porter, je crois que c'était 18 personnes qui pratiquaient un sport durant 2 heures. Et on a vu une légère augmentation, mais on a dit, ah, c'est pas assez pour se préoccuper. Mais comprenez-vous que pendant 2 heures, chez un adulte en bonne santé en train de pratiquer un sport, vous extrapolez ça à des enfants qui les ont eus pendant minimalement 8 heures de temps à l'école ou des gens qui devaient aussi les porter au travail. Pensons au personnel soignant, pensons à tout le monde qui devait porter les masques durant ces heures-là. Donc, après 2 heures, légère augmentation de la coagulation dans une fois. Alors, encore une fois, on ne considère pas l'effet cumulatif. Et je vais vous reparler du professeur Noah Capret et de ses recherches. Mais donc, Santé Canada, sur la base des études fournies par les manufacturiers, même si on a d'autres études qui nous disent, oui, c'est vrai, ça augmente la coagulation et vous allez comprendre pourquoi dans pas long, eh bien, ils ont remis les masques en vente. Alors, on retrouve du graphène dans la nourriture, on le retrouve dans l'air. Ça serait distribué via les chemtrails ou la géo-ingénierie. J'ai entendu ça dans certains podcasts. J'ai pas réussi à trouver de preuves écrites de ça, mais il y a une vidéo où on voit quelque chose qui a certainement l'apparence du graphène qui est relâché dans l'air. Vous savez, ça, les particules gris-noir, ça pourrait être aussi autre chose. Mais en tout cas, l'information circule. Et donc, dans l'eau aussi, comme je vous dis en Angleterre, on a approuvé l'ajout d'oxyde de graphène à l'approvisionnement en eau municipale. Je vous ai parlé de diverses applications médicales et encore ici, ce bout-là est extrait d'une commission qui avait posé une question qui devait être posée à l'Assemblée nationale. Ça date de 2022. J'ai pas vu la réponse nulle part. Et encore là, on nous dit que
Diverses applications médicales prometteuses sont en cours de développement en utilisant différents types de graphène et produits à base de graphène. Cependant, à notre connaissance, aucune autorisation ou approbation d'un tel type à usage humain n'a encore été accordée par l'Agence européenne des médicaments ou l'une des agences nationales européennes équivalentes. Encore une fois, vous savez que les injections ont fait l'objet d'autorisations d'urgence. Les ingrédients n'étaient même pas dévoilés à ce moment-là. Donc, ils viennent maintenant nous dire que aucune injection qui en contient n'a été approuvée par les entités de régulation. Mais les entités de régulation ont donné un chèque en blanc parce qu'ils n'avaient pas l'information. Vous vous rappelez que c'était une autorisation d'urgence. Donc, c'est pas très rassurant quand on se fait dire ça. J'ai regardé aussi la question du magnétisme. Vous savez, on a tous vu ces vidéos où les gens gardaient la pièce de monnaie collée sur leur site d'injection, même des cuillères. Il semblerait, selon les chercheurs, que le graphène a effectivement des propriétés magnétisantes, mais seulement dans des conditions de laboratoire très spécifiques et dans des quantités aussi plus importantes. Par contre, j'ai des gens qui m'ont témoigné, qui ont eux-mêmes expérimenté de mettre la pièce de monnaie et que pour vrai, la pièce de monnaie restait et qu'ils ont eu réellement peur. Bref, c'est ce qu'en disent les officiels. Après ça, il y a des gens qui ont différentes expériences. Alors, au niveau de la sécurité, comme je vous disais, même sur Wikipédia, ils nous disent que c'est pas safe. Cette étude nous parle du port du masque pendant 2 heures qui augmente le niveau de coagulation. Et encore une fois, ce qu'on nous explique, c'est que même si l'oxyde de graphène est fabriqué avec les mêmes atomes que nos organes, nos tissus et cellules, sa nature bidimensionnelle comme une lame de rasoir, hein, c'est pas structuré comme nos atomes dans notre corps, provoque des interactions uniques avec les protéines sanguines et les membranes biologiques et peut entraîner des effets graves comme la thrombogénicité, donc la génération de thrombose, c'est-à-dire de caillots, de coagulation, et l'activation des cellules immunitaires. Donc, il y a des études qui le démontrent. Alors, ces mêmes effets secondaires, ces mêmes réactions qu'on retrouve chez plusieurs décès qui sont maintenant associés à l'injection, c'est démontré que le graphène peut avoir cette action-là. Donc, on a mis beaucoup l'emphase sur le rôle des protéines de pointe, les protéines spike, en termes de substances qui généraient la coagulation. Et c'est vrai parce qu'elle s'attache au niveau des récepteurs ACE, donc ça peut avoir un impact, mais selon, encore une fois, le professeur Noack, il pense que toute la question de la protéine spike est une diversion. Qu'en réalité, le vrai problème dans les injections, c'est ce qu'il dit être l'hydroxyde de graphène et non pas l'oxyde de graphène. Mais ceci étant dit, l'oxyde de graphène, déjà dans les études cliniques que j'ai consultées, nous parle d'effets graves comme la thrombogénicité et l'activation des cellules immunitaires. Donc, qu'on peut absolument relier à ces décès additionnels qu'on retrouve maintenant, ces décès excédentaires. Alors, en plus de ça, on parle dans les études cliniques de choc anaphylactique. Donc, l'exposition sanguine à l'oxyde de graphène cause la mort anaphylactique chez les animaux primates. Donc, il recommande dans cette étude-là que toute personne qui reçoit par injection de l'oxyde de graphène devrait être testée parce qu'il y a un risque d'allergie, un risque de réaction anaphylactique. Et on a vu des gens qui avaient des morts pratiquement subites suite aux injections. Et c'est probablement ce type de réaction, une réaction anaphylactique, à la présence du graphène dans les injections. Alors, le fameux docteur Andreas Noack, je vous disais qu'il est chimiste, il a fait sa thèse de doctorat sur le carbone, donc il comprend extrêmement bien le graphène. Et en s'appuyant sur les travaux du professeur Pablo Campra, il nous dit que c'est de l'hydroxyde de graphène. Donc, un élément non décomposable biologiquement
Il dit encore une fois que ça ressemble à des mini-lames de rasoir et le fait que ça soit un hydroxyde plutôt qu'un oxyde, ça veut dire que c'est en réalité comme un acide qui a la propriété de séparer un proton. Donc, de vraiment comme d'agir en coupant. C'est miniature, là. Je vous rappelle que c'est plus petit qu'un cheveu et c'est en suspension dans l'eau. Alors, ce que lui explique, c'est que quand on fait des tests dans des petri dish en laboratoire, d'abord parce que ça se disperse bien et que c'est très, très, très mini, 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 les chercheurs vont passer à côté parce que, d'une part, ils ne cherchent pas ces mini lames de rasoir dans le petri dish et c'est pour ça que maintenant, on a injecté des gens et il y a des effets secondaires qu'on n'avait pas vu venir. Alors, il dit c'est un atome d'épais et on ne cherche pas les mini lames de rasoir, d'où le fait que ça n'a pas été identifié. Par contre, arrivent maintenant d'autres chercheurs. Je vous ai parlé de Pablo Campra, mais il y a également le docteur Ricardo Delgado Martin, qui est avec la Quinta Columna. La Quinta Columna, c'est une émission espagnole que je suis depuis longtemps, qui est un petit peu l'équivalent de... on n'a pas vraiment d'équivalent au Québec, mais mettons quelque chose comme la facture ou un truc qui recherche la face cachée des choses et qui tente de rétablir la vérité. Et donc, ils ont fait des recherches, des études avec un appareil de spectroscopie micro-Raman et ça laisse des trucs comme le graphène, l'oxyde de graphène ou l'hydroxyde de graphène, ça laisse des espèces de signatures énergétiques, électriques particulières. Ils ont été capables de détecter dans les vaccins de la maladie en C, la présence. Ensuite, ils ont démontré aussi, et ça c'est Astrid Stuckelberger qui en parle justement dans une entrevue avec les gens de la Quinta Columna, elle parle d'une étude, c'est-à-dire un communiqué de presse, une rencontre de presse qui avait été faite par le professeur Arne Brockhard et le professeur Langer, qui ont fait donc cette conférence de presse avec Rainer Fullmich, vous vous rappelez de l'avocat Rainer Fullmich, et avec un microscope électronique, et ils ont fait l'analyse en direct d'une fiole et ils ont démontré la présence non seulement du graphène dans l'injection, mais aussi du chrome, du nickel, donc des métaux lourds, parasites et un transistor. Transistor? Oui, transistor. Alors, il y a après ça Dr. Kari Madesh et Dr. Zalewski et Dr. Ariana Love qui ont fait du millage sur ces études. Ils ont trouvé des œufs, ils ne savaient pas de quoi, dans les injections. Et lorsqu'ils ont soumis les œufs à des températures comme celles du corps, comme autour de 37 degrés, l'œuf a éclos et ce qui est sorti de l'œuf, c'est une petite bête qui s'appelle Hydra vulgaris, donc une espèce de petite bête avec des pattes qui se reproduit, qui ne meurt jamais. Et dans les autopsies qui sont maintenant performées, parce que vous savez qu'il y a des embaumeurs un peu partout sur la planète maintenant qui présentent des vidéos pour montrer des espèces de fibres bizarres qu'ils retrouvent dans les caillots. C'est des fibres non humaines, mais ça ressemble un peu en réalité à ces petites bêtes, l'Hydra vulgaris. Dans une vidéo que j'ai écoutée, un jeune a été apporté à l'hôpital avec un méga caillot dans la jambe, les douleurs et tout ça. Et ils ont réussi à extraire le caillot et ça faisait 2 mètres de long. Donc, vous imaginez, là, c'est comme des espèces de grands rubans fibreux qu'on retrouve et il y a des vidéos un peu partout sur le web qui circulent avec ça. Et donc, c'est probablement la reproduction de cette Hydra vulgaris, cette petite bête charmante, n'est-ce pas? Et donc, Astrid Stuckelberger, dans cette entrevue, parle du graphène aussi comme d'un accélérateur.
Elle parle qu'elle teste la microcoagulation avec le D-dimer. On a eu une conversation très intéressante de 2 heures l'été dernier durant le congrès de la Fondation Astrid et moi, où justement on parlait des méthodes pour tester la microcoagulation, de ce qui pouvait être fait ici en République, parce que c'est difficile en Suisse pour elle de faire tester. Et donc, on a beaucoup discuté de ça. Et selon elle, et d'après donc les travaux de ces différents chercheurs, elle dit que les gens, en réalité, pourraient mourir d'exposition aux radiations aiguës qui causent cette hypercoagulation. Et pourquoi on parle de radiation? Comme je vous disais tantôt, et ça a été même rapporté par le CORDS en 2018, une équipe de chercheurs qui a démontré que le graphène est capable de convertir les signaux électroniques en signaux de l'ordre des térahertz. Et donc, on parle de billions de cycles par seconde. Pour vous donner un ordre de comparaison, les composantes électriques à base de silicium qu'on utilise, par exemple, dans nos différents électroniques, on parle de la gamme du gigahertz. Hein? Donc, 1 gigahertz équivaut à 1000 millions de cycles par seconde. Alors, quand on parle ici de térahertz, on parle de milliers de fois plus élevé comme fréquence que ce qu'on utilise présentement. Donc, imaginez, ça serait comme 1000 fois plus puissant que le silicium qu'on utilise dans les appareils présentement. Donc, c'est extrêmement performant, c'est-à-dire que c'est capable de capter et d'amplifier des signaux, le graphène. Alors, selon certains chercheurs, ce qu'ils prétendent, c'est que le graphène qui se retrouve dans notre corps, qu'il soit introduit par les injections géniques ou qu'il ne le soit pas, on a vu qu'il y en a dans les masques, on a vu qu'il y en avait dans les tests, on sait qu'il y en a dans l'eau, on sait qu'il y en a dans l'air, on sait qu'il y en a supposément, probablement, dans les chemtrails. Donc, d'une façon ou d'une autre, on est exposé au graphène. Ils vont commencer à en mettre dans l'eau potable pour filtrer, soi-disant, les métaux lourds. Eh bien, imaginez, puisque ça arrive à capter des signaux et à retransmettre un peu comme des antennes, là, pour faire simple, 1000 fois plus que ce qu'on retrouve dans nos électroniques, eh bien, imaginez que peut-être que cette technologie n'est pas encore complètement au point et qu'il y a des ratés. En faisant les recherches pour préparer l'émission de ce soir, j'ai vu des vidéos très, très, très troublantes de plusieurs personnes. J'ai pas voulu vous partager le lien parce que je sais qu'encore une fois, je vais faire bloquer mes médias sociaux et j'ai besoin évidemment de mes médias sociaux pour faire mes formations et pour gagner ma vie. Donc, j'ai pas osé les partager, mais je peux vous dire que j'ai trouvé ça sur Rumble. Faites des recherches avec graphène, avec toxicité, vaccin, vous allez trouver. Donc, il y a des gens présentement qui meurent et on les voit sur des caméras. Vous savez qu'il y a des caméras partout maintenant et les gens ont tous la même réaction. Au début, ils regardent comme s'ils entendaient un son et ils se mettent à se débattre, les mains et les jambes, et éventuellement, ils ont quelque chose qui semble être comme une crise d'épilepsie suivie d'un arrêt cardiaque. Et les gens meurent. Et c'est à l'intérieur de quelques secondes. Donc, on envoie un gars qui est dans un laboratoire qui semble être en Chine, quelqu'un d'autre à côté d'une rampe de métro qui tombe finalement entre les deux wagons de métro. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, c'est clairement quelque chose qui se passe au niveau de leur système nerveux. Et c'est pas une hypercoagulation telle qu'on les voit après que les gens aient reçu des injections. Donc, c'est quelque chose qui les affecte à un moment ou à un autre. Ils sont désorientés, ils se débattent et ils meurent dans les secondes qui suivent. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec la transmission. Je prétends pas être dans le secret des dieux, je n'ai pas toutes les réponses. Je vous dis ce que j'observe, je vous dis comment ça fonctionne, je vous dis ce qui se peut. Après ça, on verra par la suite, comme tout le restant, on va finir par avoir des réponses. Vous savez que les voiles et les mensonges sont en train de tomber un peu partout. Éventuellement, on en saura davantage. C'est une des raisons pourquoi j'ai résisté longtemps à vous parler du graphène parce que j'attendais qu'on ait de l'information qui soit plus substantielle. Et donc, voilà, c'est là où on en est.
professeur qui nous parle des fameuses lames de rasoir, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que selon lui, l'intérieur de nos artères, hein, et ça rejoint toutes les théories en naturopathie qu'on a depuis longtemps, parce que c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé du mythe du cholestérol, parce que pour nous, naturopathes et pour d'autres chercheurs, le problème n'est pas le cholestérol. Le problème, ce sont les microlésions qui sont causées à l'intérieur des artères par un déchet produit par l'organisme qui s'appelle l'homocystéine. Lorsque l'homocystéine n'est pas recyclée correctement, souvent parce qu'on a des carences en certaines vitamines du groupe B, comme l'acide folique ou la difficulté à transformer les folates de notre alimentation en leur forme finie qu'on appelle le 5-méthyltétrahydrofolate en raison de variations génétiques et polymorphismes génétiques. Donc, quand on n'est pas capable de bien recycler notre homocystéine, qui est le sous-produit en réalité d'un métabolisme dans notre organisme, produit normalement, mais d'habitude, on devrait être capable de recycler l'homocystéine. Quand on ne le fait pas correctement, l'homocystéine irrite, crée des microlésions à l'intérieur de nos artères et le corps, pour colmater ces microlésions, va le faire avec le cholestérol, donc qui est produit par notre foie. 80% du cholestérol est produit par notre foie. C'est pour ça que même si vous prenez des produits réduits en cholestérol ou vous évitez le cholestérol alimentaire, votre foie va juste en fabriquer plus parce qu'on en a besoin pour plein de choses dans notre corps. Je vous réfère au mythe du cholestérol. Vous le retrouvez sur YouTube et sur mes Facebook. Mais donc, ces microlésions vont faire que le corps va venir colmater. Et ça, c'est les microlésions par l'homocystéine. Imaginez maintenant si on injecte ou qu'on bombarde les gens de particules de graphène qui sont comme des petites lames de rasoir, qui viennent créer des microlésions un peu partout sur nos artères qui sont normalement lisses comme une vitre pour que le sang puisse bien circuler. Hein? Mais là, il y a plein de microlésions qui vont cicatriser et donc devenir plus rigides, rigidifier nos artères et, dans certains cas, tellement cicatrisé que le sang va avoir plus de difficultés à passer et c'est là où ça peut créer, bon, soit un infarctus, soit un caillot, une embolie, peu importe. Mais donc, pour nous, le problème, il est là, il est par rapport aux microlésions sur nos artères. Et ce que nous dit Andreas Nowak, mais Andreas Nowak n'est pas médecin, c'est un chimiste, un doctorat, un PhD en chimie. Donc, lui, ce qu'il connaît, c'est comment le graphène fonctionne, comment le carbone fonctionne. Mais ce qu'il explique, c'est que c'est ça l'impact sur le corps. Et lui, c'est ça qu'il déplore, c'est qu'il dit, oui, mais les Européens, parce que lui, il vient d'Autriche, qui ont approuvé les injections, ne sont pas des chimistes et de toute évidence ne comprennent pas comment le graphène fonctionne et que le graphène sous forme d'hydroxyde est en réalité comme des petites lames de rasoir qui vont venir endommager les parois de nos artères. Et ce qu'il dit, c'est que dans certains cas, si au moment de l'injection, qui se voulait être une injection apparemment intramusculaire, on a attaqué une veine, et bien là, c'est injecté à l'intérieur des veines et c'est là où il y a des décès qui surviennent très rapidement et ça rejoint l'information que partageait en réalité Astrid avec les gens de la Quinta Columna et tout ça. Donc, on observe des choses, on comprend des mécanismes d'action, on essaie d'établir des liens de cause à effet sans tomber dans des théories qui soient tirées par les cheveux, mais tout ça est très, très, très plausible, tout ça tient la route. Après ça, il faut résister à la tentation de prêter des intentions. Personnellement, et là, je vous dis encore une fois, je n'ai pas les preuves de ça, c'est mon opinion. À la lumière des recherches que je fais et de ce que j'observe, je pense que le graphène est effectivement présent dans les injections. Ça se pourrait que ça soit juste parce que les gens ont tellement utilisé les masques et ont fait des tests qui en contenaient que c'est pour ça qu'il y a du graphène de présent dans le corps. Mais vu qu'il y a des brevets de déposés sur
l'utilisation de cette technologie dans des vaccins, dont un vaccin coronavirus depuis 2016. Le fait que la technologie n'était pas encore au point, je n'y crois pas. La technologie ARN messager était clairement pas au point et ils l'ont utilisée quand même. Donc, je pense qu'on finira par savoir la vérité et qu'on découvrira qu'il y a effectivement du graphène dans les injections. Mais comme je vous dis, c'est mon opinion éclairée, mais ça reste une opinion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est sûr qu'il faut éviter d'en ingérer le plus qu'on peut, hein? Ça serait la bonne façon. Mais ensuite, comme je vous ai dit, il y a toutes sortes de gens qui ont des trucs à vous vendre, qui ont créé des petits kits avec du N-acétylcystéine, mieux connu sous le nom de NAC, dans certains cas du glutathion, de la quercétine, du curcuma, etc., etc., etc. Je vous ai déjà fait un live pour vous expliquer que je ne supporte pas l'utilisation de ces protocoles. D'abord, pas tout le monde réagit de la même façon. On a une individualité biochimique, on arrive avec une constitution, un tempérament qui vont faire qu'on va réagir de telle ou telle façon. Alors, comme on n'a pas, à l'heure actuelle, un moyen de tester le taux de graphène dans le corps, parce que, exemple, vous m'arrivez en me disant, moi, je consomme du sushi 2 à 3 jours par semaine depuis des années. J'ai lu sur l'intoxication au mercure et j'ai des doutes que je suis peut-être intoxiquée. Je peux vous faire passer des tests. Et on va aller valider s'il y a ou non intoxication au mercure. Le cas échéant, on va vous détoxifier. Mais le graphène étant relativement nouveau dans son utilisation à grande échelle sur les humains, on n'a pas encore de tests. Il y en a sûrement en laboratoire, mais j'en ai pas moi comme naturopathe de disponibles à grande échelle qu'on peut donner aux gens pour tester le niveau de graphène. Alors, quand on teste, par exemple, le taux de mercure, mon live de vendredi dernier, le Santé sans censure, portait sur l'intoxication aux métaux lourds. Demain, on a la première partie du masterclass sur le système digestif. Il va être beaucoup question des métaux lourds et de la détox des métaux lourds. Donc, si j'ai, par exemple, le mercure, je peux tester le taux de mercure, ce qui fait qu'après, je peux valider si mon intervention est efficace ou n'est pas efficace parce qu'on va voir les taux réduire. Si vous ne pouvez pas tester que vous êtes bel et bien intoxiqué au graphène, vous prenez un produit pour quoi? En prévention? En prévention de quoi? Allez-vous vous refaire injecter? Si vos systèmes de détox fonctionnent correctement, et je vais revenir sur la question des systèmes de détox, tout ce que vous avez à faire, comme pour tout le reste de la détox, c'est de s'assurer que vos systèmes de détox ont les nutriments dont ils ont besoin pour se détoxifier. Procéder à des détox régulières telles que je vous les propose. On en a fait une en janvier. On va en démarrer une autre en avril, la détox de printemps. Vous faites des détox régulières. Vous prenez vos produits régulièrement. Vous minimisez l'exposition à toutes les substances toxiques que vous pouvez minimiser, par exemple en utilisant de l'eau de source, de l'eau filtrée pour vous assurer qu'il n'y a pas de métaux lourds. Si vous avez encore des plombages au plomb, vous contactez un dentiste holistique, vous faites enlever ça. Les amalgames métalliques, vous les faites remplacer. Oui, c'est pas parfait la solution avec les plombages blancs, mais c'est quand même moins pire en termes des métaux lourds. Vous vous assurez que vos ustensiles de cuisine sont corrects. Bon, tout ça, j'en parle de long en large dans la détox. Alors, ce qu'on doit, c'est minimiser tous les facteurs toxiques. Parce que le foie et les reins, qui sont nos filtres de détox, ne vont pas détoxifier spécifiquement du graphène ou de la protéine spike. Ils détoxifient. Donc, si vous surchargez vos organes de détox parce que vous êtes exposé à un paquet d'affaires, ben toutes les toxines doivent sortir par la même porte. Donc, plus vous en avez, moins vous allez être efficace à détoxifier des substances comme le graphène, par exemple. Donc, ce qu'il faut, c'est optimiser de manière générale vos voies de détox, donc le foie et les reins. De boire votre eau, de vous assurer de ne pas être constipé, de consommer au moins 30 grammes de fibres par jour pour que lorsque ces substances se retrouvent dans votre intestin, vous soyez capable de les capter et de les extraire à l'extérieur de votre corps et non pas qu'elles soient recyclées par votre intestin poreux. Bref,
toutes les mêmes mesures dont je vous parle quand je vous parle d'hormones, quand je vous parle de détox, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent en ligne de compte. Donc, de prendre un paquet de produits, un kit détox d'une compagnie MLM qui vous vend du NAC parce que vous avez sûrement du graphène, puis qui vous vend ci, puis qui vous vend ça. Bien, d'abord, si, exemple, vous souffrez de constipation, savez-vous ce qui va arriver avec votre NAC? Le NAC, N-acétylcystéine, ça a la capacité de se lier parce qu'il y a des molécules soufrées à l'intérieur, donc ça a une affinité pour des particules comme le mercure, comme le plomb. Donc, s'il y a des métaux lourds dans votre corps, et on en a tous un peu, on ne peut pas éviter complètement les métaux lourds, alors le NAC va capter ces particules. Et là, si vous avez un intestin poreux, parce que, exemple, vous consommez du gluten, parce que vous buvez beaucoup de café, parce que vous êtes hyper stressé, parce que vous prenez régulièrement des antibiotiques, parce que vous prenez des médicaments inhibiteurs de pompe à protons ou antiacides, toutes des choses qui fragilisent votre paroi intestinale. Donc, si vous captez des métaux lourds qui étaient cachés tranquilles dans votre système nerveux ou dans votre système musculo-squelettique, comme le plomb, par exemple, et là, le NAC va les chercher pour les excréter. Mais au lieu de les excréter, hein, ça part dans votre circulation, ça passe dans le foie, etc. Au lieu de les excréter, là, ça passe dans l'intestin poreux parce que vous êtes constipé en plus. Et c'est réacheminé dans votre circulation. Ça va venir par la veine porte rentrer dans le foie et vous allez comme ça recycler vos métaux lourds. Mais le pire, c'est que des substances comme le NAC, ça a la capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, le mercure qui était peut-être dans votre système nerveux quelque part, dans vos mains, dans vos bras, peu importe, là, a la capacité d'aller dans votre cerveau. Donc ça, là, c'est ce que j'appelle tout le temps les gens qui en savent trop, mais qui en savent pas assez. Qui savent que le NAC, ça a des propriétés de chélater des métaux lourds, mais qui ne savent pas comment procéder à une détoxification efficace. Savez-vous que si vous précipitez les métaux lourds également, par exemple, des gens qui ont des grosses pertes de poids suite, par exemple, à des opérations bariatriques et qui perdent des 40-50 livres rapidement. Quelqu'un comme ça qui avait stocké des métaux lourds dans sa graisse, dans son tissu adipeux, où si vous pensez qu'ils s'en vont, les métaux, là, quand la personne a perdu du poids rapidement comme ça s'en va dans le sang. Donc, il y a des gens qui augmentent leur taux de toxicité suite à une perte de poids très rapide. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut bloquer les reins. Donc, quand on fait de la détox, si on sait qu'il y a effectivement des métaux lourds en grande quantité de présent, on doit vérifier l'état des reins. On doit faire des tests médicaux appropriés. Il y a des tests, par exemple, au niveau de la créatinine qu'on peut faire pour voir l'état des reins, pour voir si les reins fonctionnent adéquatement. Il y a plein de symptômes qu'on doit évaluer pour voir si le foie fonctionne correctement. Est-ce que la personne est constipée? Est-ce qu'on pense qu'elle a un intestin poreux? On ne peut pas se lancer dans des détox à tort et à travers parce que, encore une fois, le corps va toujours ramener notre pH sanguin entre 7,35 et 7,45. Et pour ce faire, il va aller cacher les toxines, dont les métaux lourds, dans des endroits où ça ne va pas trop déranger notre organisme. Évidemment, quand il y en a juste un peu, on vit avec et on meurt de d'autres choses. Mais si on continue à en accumuler, bien, c'est sûr que éventuellement, ça va causer beaucoup de radicaux libres, de l'inflammation et des maladies qui vont partir de là. Mais quand on cherche consciemment à aller chercher ces produits pour les détoxifier, il faut faire ça dans les règles d'honneur. On ne peut pas s'improviser thérapeute. J'ai enseigné les cures de détox pendant 13 ans à l'école de naturopathie et c'est une des choses les plus casse-gueule. Donc, les gens s'embarquent dans des petits détox de printemps. C'est sûr que si vous faites juste faire des cures de jus une journée par semaine, vous n'allez pas vous faire de tort avec ça. Mais je parle quand on va chercher des substances, des produits performants, des grosses doses de produits comme le NAC, comme acide alpha-lipoïque, pour aller chélater les métaux lourds. Si on n'a pas vérifié l'état des reins, du foie et de l'intestin, on court après le trouble. Donc, je suis absolument contre le fait de se faire des kits de détox quand on n'a même pas testé à savoir qu'est-ce qu'on cherche à détoxifier et surtout qu'on n'a pas testé l'efficacité de nos organes d'élimination. Et l'autre facteur très important à considérer, c'est notre état de stress mental et notre état de fatigue. Je vous ai parlé que quand on est stressé, on bloque la production d'acide chlorhydrique dans notre estomac parce que le corps, comme je vous le dis tout le temps, quand on est en état de lutte ou de fuite parce que on pense avoir vu un ours noir ou un mammouth, c'est pas le temps de digérer le Big Mac. Donc, notre système digestif se met au repos
on arrête la production d'acide chlorhydrique temporairement pour aller lutter ou fuir contre le mammouth, contre l'ours noir. Quand on faisait ça 2 fois par année, quand on était des hommes et des femmes des cavernes, il n'y en avait pas de problème. On arrivait à la caverne, si on arrivait vivant, on se calmait, le lendemain, la vie continuait. Mais maintenant, on a des ours noirs et des mammouths le matin au bureau, le soir à la maison, quand on conduit sur la 40, quand on arrive pour traverser le pont, etc., etc. Donc, on est constamment dans cet état de stress, ce qui fait que notre digestion est toujours sous-optimale. Si on est dans cet état de stress intense ou dans un état de dévitalisation, comme la plupart des gens avec qui je parle depuis des mois, mes clients patients au Québec sont flaques à terre, vous n'avez pas de lumière depuis des mois, le climat géopolitique, l'inflation, etc. Les gens sont épuisés, le système nerveux à terre. Je fais des masterclass de glandes surrénales, de système nerveux depuis des mois. Je sais de quoi je parle. Alors, quand on est épuisé, et là qu'on demande à notre énergie vitale, au lieu de survivre à nos journées, d'aller détoxifier du graphène et des métaux lourds, vous comprenez que c'est pas bien winner. Donc, il faut tenir tout ça en ligne de compte. Il faut rétablir la base. Est-ce que la personne dort pour récupérer? Parce que la détox se fait surtout entre 1 heure et 3 heures du matin. Donc, si la personne sur d'insomnie entre 1 heure et 3 heures voulait faire de la détox, ça va pas bien aller. Est-ce que la personne boit son eau? Est-ce que la personne a suffisamment de fibres pour absorber ces toxines qu'on essaie de sortir? Est-ce qu'il y a du mouvement? Donc, c'est tout ça qu'on doit évaluer. Alors, morale de l'histoire, c'est que je sais que les gens, pour bien faire, essaient de se procurer ces trucs, mais comme je disais, c'est d'en savoir trop et de ne pas en savoir assez. Le mieux à faire, c'est de réduire notre exposition aux toxines et d'exercer un contrôle sur ce qu'on peut exercer. Vous pouvez boire de l'eau à 100 parties par million de minéraux, une eau de source comme l'OSK par exemple, une eau sinon qui est filtrée au Brita, mais le Brita plus qui filtre aussi les médicaments et les hormones. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et parce que ça détoxifie, vous allez par la bande détoxifier le graphène et les autres métaux lourds. Vous assurez de prendre votre complexe B sous forme bioactive qui supporte la détox du foie. De prendre un supplément de magnésium. Même si vous prenez des médicaments, tout le monde peut prendre un complexe B bioactif et prendre un supplément de magnésium. Je préférerais la forme glycinate, mais tant que vous prenez du magnésium, c'est ça qui compte. En prendre au moins 2 à 300 mg par jour. Vous ne pouvez pas vous intoxiquer au magnésium, au pire aller, vous allez avoir des selles molles. Bouger, faire un minimum de 20 minutes d'activité physique par jour. Tant qu'à être à 20, augmenter de 5 minutes par semaine. Dans pas long, vous allez faire 1 heure de marche ou 1 heure de yoga ou 1 heure de peu importe ce que vous voulez. Mais il faut bouger parce que vous ne pouvez pas vous détoxifier si la sangle abdominale n'est jamais stimulée. Donc, il faut bouger pour ne pas avoir de constipation. Augmenter les fibres via les smoothies. Les jus un peu moins, il y a moins de fibres dans nos jus que dans nos smoothies parce que les smoothies, on garde les légumes et les fruits entiers, donc on a plus de pulpe dedans. Sinon, vous rajoutez un supplément de fibres. Donc ça, c'est toutes des interventions que vous pouvez faire qui sont sécuritaires, qui sont efficaces et que vous ne risquez pas de vous faire plus de mal que de bien. Ensuite, avoir une bonne qualité de multivitamine. Vous savez que ma multivitamine préférée, c'est la OrthoCore de la marque AOR parce que justement, il y a beaucoup d'antioxydants à l'intérieur. Tous les antioxydants dont on a besoin pour se protéger contre les radicaux libres que produisent les métaux lourds et aussi le graphène à l'intérieur de notre corps. Favoriser une alimentation qui est anti-inflammatoire, par exemple en enlevant le gluten. Le pire aliment à consommer, c'est le gluten parce qu'il produit de l'inflammation dans notre corps, il ouvre les jonctions étroites entre les entérocytes de notre intestin, donc il rend notre intestin poreux. Alors qu'on soit intolérant ou qu'on ne soit pas intolérant, et en plus, le blé canadien est hybridé pour contenir 70% plus de gluten et il est aspergé de glyphosate avant d'être ramassé et ça se retrouve dans notre pain, ça se retrouve dans notre assiette. Alors, une alimentation anti-inflammatoire. Si vous n'avez pas d'inflammation, vos systèmes de détox fonctionnent mieux. Gérez votre stress pour avoir une production d'acide chlorhydrique. Favorisez votre sommeil. D'ailleurs, la mélatonine est un des meilleurs produits détoxifiants. La mélatonine est non seulement un antioxydant hyper performant,
Elle est anti-inflammatoire, elle favorise le sommeil, comme on le sait. Elle est anti-cancer parce qu'elle agit aussi de manière antagoniste avec le cortisol élevé. Et elle a la capacité de travailler sur notre système lymphatique qu'on appelle lymphatique avec un G quand on parle de la lymphe dans laquelle baigne notre cerveau. Donc, la mélatonine nous aide à drainer la lymphe de notre cerveau. Donc, la mélatonine est un autre beau supplément intéressant. Mais encore une fois, la mélatonine, ça travaille avec le complexe B, le magnésium. Donc, la base, ça reste le complexe B, bioactif, sur la bonne forme, et le magnésium. Et vous construisez un protocole à partir de ça. Mais surtout, surtout, ne pas vous lancer dans ces protocoles de détox, de protéines spike et de graphène. Vous n'avez rien testé. Vous ne savez même pas à quelle quantité vous êtes exposé. Si vous vous êtes fait injecter il y a 3 ans, ben, les rappels étaient à tous les 3 mois. Donc, on suppose que la production endogène, que votre corps fait de la protéine spike, après 3 mois, après avoir reçu l'injection, ça ralentissait. Donc, si 3 ans plus tard, vous êtes encore en train de détoxifier vos protéines spike, vous prenez probablement ce supplément-là pour rien. C'est pas que c'est dangereux, c'est juste que si vous avez un 100 ou un 200 $ mensuel à mettre sur des suppléments, vous pouvez avoir des protocoles qui vont ratisser beaucoup plus large et qui vont être beaucoup plus efficaces que d'essayer de détoxifier une protéine spike ou du graphène qui seront peut-être ou peut-être pas là présentement. Donc, juste optimiser de manière globale la détox. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais je pense que c'est important à ce point-ci de départager le vrai du faux. Et si vous voulez en apprendre davantage, savoir un peu mieux comment ça fonctionne, tout ça, et comment orchestrer les différents suppléments ensemble et trouver ceux qui vous concernent, savoir comment tester différentes choses, je vous invite à me retrouver demain matin dès 9 h pour la première partie du masterclass à la conquête de notre système digestif. Et donc, 9 h à midi, on fait le premier bloc. Et la semaine prochaine, donc le 9 mars, 9 h à midi, encore une fois, on fera le deuxième bloc. Si vous n'êtes pas disponible, vous savez que les enregistrements et les documents de toutes mes formations sont disponibles par la suite. Donc, allez vous inscrire. C'est à prix populaire, 60 $ pour 6 heures de formation. Vous en avez beaucoup plus que pour votre argent. Je suis certaine que vous allez apprécier cette autre masterclass. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. S'il vous plaît, si vous avez apprécié mon Santé sans censure, likez, mettez des commentaires, ça l'aide au positionnement dans l'intelligence artificielle, mais surtout, surtout, partagez l'information. Dès que vous partagez, ça m'aide. Je produis mon contenu de manière complètement gratuite. Je mets au moins une journée de travail par semaine à produire une émission de cette qualité gratuitement, bénévolement. Alors, je compte sur vous pour partager cette information. Je le fais parce que c'est ma contribution à votre santé, c'est ma contribution au monde meilleur qu'on essaie de construire ensemble. Alors, merci d'avoir été là, merci de partager, merci de vous préoccuper de votre santé et de celle de votre entourage. On se retrouve la semaine prochaine ou demain matin à 9 h pour la première partie du masterclass. Ciao, ciao.